Alors bonsoir tout le monde, on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Alors n'oubliez pas qu'au salon, vous pouvez réagir en direct sur le Facebook Live et poser toutes vos questions auxquelles notre invité répondra. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux. D'ailleurs, on va le faire tout à l'heure. Et sans plus attendre, je vous présente notre invité du jour qui est Stella Tienderbe-Ogo. Bonsoir, bonsoir Esther. Alors aujourd'hui, Stella, aujourd'hui et depuis un petit moment, en fait, tu es psychologue et tu vas nous parler de santé mentale dans les communautés noires et aussi de sexualité, car tu es sexologue. Tout à fait. Alors, tu veux que je peux? Oui, oui. Merci. Alors donc moi je suis donc Stella Tiendré-Béogo, j'exerce en libéral en ce moment et oui, c'est vrai que les personnes qui viennent me voir sont ou noires ou racisées. En tout cas, elles sont pour la plupart non blanches. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que toutes me disent qu'avant de venir me voir, elles hésitaient beaucoup à aller chez un psychologue, que c'est pas anodin. Et d'ailleurs, d'habitude, elles osent pas le dire à leur entourage qu'elles vont voir un psychologue. Donc oui, c'est assez particulier. Et dans le cadre de la sexologie, donc on anime avec Audrey, qui est une afroféministe blogueuse, qui a un blog qui s'appelle Badass Maman, une des ateliers mensuels autour de la sexualité des femmes noires. Donc du coup, dans ton travail psychologique, ça fait partie des choses dans lesquelles tu es spécialisée. Oui. Enfin, ça fait partie de tes cibles, mais sinon les sujets, les questions en soi, qui sont tes sujets de prédilection, c'est lesquels? Je sais pas si c'est super bien formulé, c'est un peu Alors, décousu. c'est vrai que ce sont les personnes qui amènent leur sujet. Elles viennent avec leurs problématiques et nous, ben, on s'adapte. Mais c'est vrai que ce qu'on voit le plus chez les personnes noires, en tout cas, sans vouloir faire de généralité, c'est tout ce qui est anxiété sociale. Donc l'anxiété sociale, ben, c'est une phobie, c'est la peur quand on est dans des situations de performance ou quand on se sent observé aussi. Donc les dépressions aussi, c'est le mal-être, c'est un mal-être, ne plus avoir envie ben, de continuer. Et donc chez les personnes justement racisées, ça ne va pas être diagnostiqué tout de suite. Donc souvent, je les reçois en deuxième, voire troisième intention, après avoir vu des personnes enfin après qu'elles aient vu d'autres psychologues qui avaient manqué un peu le diagnostic de la dépression, qui avaient pris ça pour ben, une flemme ou une déprime entre guillemets de passage. Sauf que alors ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes racisées en fait vont avoir du mal à montrer leurs émotions, elles vont avoir du mal à dire là ça va pas. Donc quand elles arrivent, c'est vrai que ben, moi je vois des personnes en mode Beyoncé quoi. Elles arrivent dans mon cabinet, on peut pas savoir qu'elles ont une dépression. Donc effectivement, je peux imaginer que quand on arrive comme ça, je sais pas, pour demander un arrêt maladie ou quand on va voir un psy comme ça, debout, maquillé, voilà, entre guillemets sur son 31, ben, c'est vrai qu'on peut se dire, ben non, cette personne n'a pas de dépression. Sauf que si, très souvent, elle se promène avec des dépressions qui datent de 2, 3, 4 ans. Et donc, oui, donc moi, je leur dis, ben oui, ben, vous avez une dépression. Et là, c'est le gros mot, c'est difficile pour elle quand le diagnostic tombe. Et en même temps, ça fait du bien de savoir que ouais, si on procrastine, si on n'arrive pas à aller en cours, si on n'arrive pas à aller au travail, si on n'arrive pas à faire des choses toutes simples du quotidien, ben c'est parce qu'il y a un nom, ça s'appelle une dépression ou une anxiété sociale. Et voilà. Donc ça, c'est un peu les deux choses que je vois. Et puis, il y a toutes les autres choses autour, estime de soi, qu'il faut renforcer. Il y a tout ce qui est prise de décision, donc ça c'est difficile. Il y a tout ce qui est discrimination et les traumas, parce que oui, les traumas, tout ce qui est violence sexuelle, notamment chez les femmes, parce que la plupart des personnes que je reçois sont des femmes. Donc oui, donc beaucoup de ça. Et tu dis que du coup, les femmes qui viennent te voir arrivent souvent après avoir vu une première psy, voire une deuxième. Euh, Pourquoi le coche il est manqué en fait? Comment ça se fait qu'on en arrive à voir une troisième psy parce que la première ou la deuxième a pas été capable de déceler la dépression malgré qu'elle ait été diplômée pour ça? Alors déjà, il faut savoir que
tous les psys ne sont pas bons pour toutes les personnes et tous les psys ne sont pas bons ou bonnes pour tous les cas. Par exemple, moi, je vais pouvoir accompagner une personne sur une période de sa vie et ça va très bien se passer. Et puis sur une autre période, je vais la réorienter parce que ou la thématique ou le sujet ne sera pas dans mes compétences ou parce que sur cette période-là, elle avait besoin d'un autre type de psy. Donc, moi, ça ne me choque pas qu'on change de psy, surtout quand ça ne va pas. Et d'ailleurs, c'est rare qu'on change de psy. Généralement, il y a ce biais de désirabilité sociale qui fait qu'on reste chez un psy, même quand ça ne va pas. Donc ça, surtout ne pas le faire. Il faut essayer d'en discuter quand c'est possible et partir quand on veut, en fait. Donc, ça ne me choque pas qu'elles viennent me voir. Ce qui me choque, c'est qu'elles viennent me voir sans savoir qu'elles avaient une dépression ou une anxiété sociale ou toute autre chose. Ce qui fait qu'on passe à côté du diagnostic, c'est que quand on arrive, par exemple, chez un psy blanc et que ce soit la déco du cabinet, que ce soit sa grille de lecture qu'on va anticiper sur nous, on va se dire, mais est-ce qu'il va comprendre si je lui dis, je ne sais pas, que ma grande sœur vient de se marier à Tombouctou, que en fait il y avait une histoire de dot, que on dort à 7 dans une chambre et que je m'entends pas avec mes parents, mais que en fait je les aime et que je veux continuer à vivre dans mon truc, dans mon cercle familial. Oui, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'il va comprendre, est-ce que je peux dire ça, est-ce que je vais bien me sentir, est-ce qu'il va pas me juger, est-ce qu'il va pas me juger d'ailleurs, comme bien sûr on porte le poids de toute notre race, c'est est-ce qu'il va pas juger moi et tout le monde parce qu'on a l'impression qu'on représente beaucoup de gens quand on vient en séance. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas dire une partie, donc elles vont cloisonner, elles vont lui raconter, par exemple, ce qui les rend tristes au quotidien, mais par contre, ce qu'elles vivent, par exemple, au travail, quand elles sont victimes, par exemple, de discrimination, elles vont pas en parler. Quand elles vont rentrer dans un métro, qu'elles vont sentir que tout le monde les regarde, et que juste la phrase j'en ai marre qu'on me regarde, j'en ai marre d'être en France, j'en ai marre d'être ici, c'est des phrases qui sont compliquées à dire chez un psy qui nous ressemble pas en fait. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a des diagnostics qui sont manqués. Je pense aussi qu'il y a un manque de vocabulaire aussi, on a beaucoup de mal aussi à dire ce qu'on a. C'est très ça va pas, le ça va pas, c'est exceptionnel, ça va toujours. D'ailleurs, quand on demande comment vous allez, ça va toujours pour une personne, en tout cas toutes les personnes que j'ai rencontrées, même en dépression, quand je leur demande comment ça va aujourd'hui, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Donc attention à aller un peu fatigué, mais ça va. Très bien. Et donc du coup, c'est pour pallier à ce manque-là que tu as choisi t'as choisi cette cible. Alors franchement, c'est la cible qui m'a choisi, en toute honnêteté. Franchement, je pensais pas, parce que quand on est étudiante en psychologie, déjà on se dit, on va jamais ouvrir de cabinet. Les Noirs ne vont jamais payer pour aller voir un psy. Je vais jamais gagner ma vie comme ça, parce qu'il faut pas oublier que nous aussi, on doit aussi gagner nos vies. Et donc on se dit, non, je vais travailler dans une institution où je verrai ce que je fais. Donc moi, j'ai aussi bifurqué. Je suis allée dans la santé publique pendant des années. J'ai travaillé dans les milieux associatifs jusqu'à ce qu'un jour, je décide de revenir à la psycho. Et donc, j'ai fait une extra formation en thérapie cognitivo-comportementale et on devait faire un mémoire. Et donc, j'envoie un message. Et dans ce mémoire, je devais analyser 2 cas et j'envoie un message à mon réseau qui est majoritairement noir et je leur dis si vous avez toujours eu envie de faire une thérapie, c'est le moment, j'ai besoin de 2 personnes, venez. Et là, je sous-loue une plage horaire dans un cabinet pour les recevoir. Et là, je reçois plein de messages qui disent oui, je connais un ami, moi-même, si c'est pour toi, je veux bien venir. Donc c'était un peu fait pour moi, mais finalement ça a donné de belles thérapies. J'ai eu comme ça 6 personnes et c'est comme ça que tout a commencé. Et que j'étais obligée de prolonger
la consultation et de rester en fait. Ouais. Et de temps partiel en temps partiel, c'est devenu mon temps plein. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu dis que la majorité des personnes qui viennent te voir sont des personnes qui ne sont pas blanches, plus majoritairement des personnes noires. Justement, est-ce qu'on peut parler ensemble de ce stéréotype-là selon lequel la santé, parler de santé mentale et aller voir un psy, c'est un truc de blanc? Pourquoi? Oui, parce que la psychologie a été quand même fondée, écrite par des blancs. Donc déjà, oui, c'est une science quand même qui a été, qui est peuplée de gens comme Freud, Lacan. C'est pas des Noirs, donc oui, les Noirs se sont comme Fanon, se sont emparés de la question, oui, mais à la base, c'est pas une science qui a été faite ou pensée pour nous. Les livres ne parlent pas de tout ça. Et moi d'ailleurs, j'ai dû tordre un peu beaucoup le cadre qui m'avait été enseigné pour pouvoir continuer des thérapies. Des fois, je suis obligée de faire des choses. Bon, je le dis pas trop fort parce que je me fais souvent taper sur les doigts, mais oui, en fait, c'est pas une psychologie, je pense, qui a été faite pour les personnes noires déjà. Parce qu'elle ne prend pas en compte tout ce qui est intersectionnalité, tout ce qui est discrimination, tout ce qui est même culture, tout ce qui est exil, migration. Donc ce sont tout autant de choses qu'on ne retrouve pas dans donc, les classifications, par exemple, des pathologies ou des troubles psychiatriques ou psychologiques. Donc oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Tu as parfaitement répondu. Alors du coup, on a discuté un peu antérieurement et du coup, tu disais que un jour, tu avais fait un statut sur les réseaux sociaux où tu avais dit que, bon, je paraphrase, mais que c'était mieux pour les personnes noires d'avoir, voilà, tu avais posé la question de savoir si c'était mieux pour une personne noire d'avoir un psy noir qui leur ressemble et qui comprenne mieux ce qu'ils ressentent. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, ma publication a été signalée. Alors, je ne sais pas par qui dans mon réseau, mais c'est vrai que en quelques minutes, voire heures, en 1 heure environ, la publication n'était pas là. Donc, j'avais eu le temps de voir des commentaires. Donc heureusement, elle est restée sur Instagram, mais sur Facebook, elle a été signalée tout de suite. Donc elle dérangeait. Donc la question exacte, c'était faut-il aller voir un psy noir quand on est noir? Donc c'était une question ouverte, mais effectivement, les commentaires qui étaient sous la publication que j'ai eu le temps de voir un peu, c'était un peu comment on peut poser ce genre de questions. On est tous pareils, l'universalisme un peu... Voilà, tout le monde devrait pouvoir. Alors, si je suis d'accord sur le fait que, oui, un psy qui est formé, peut écouter toute personne, ils sont formés. Et moi, j'ai des consoeurs, confrères, psychologues qui sont super et que je respecte beaucoup. Par contre, je suis persuadée qu'une psy ou qu'un psy noir a une grille de lecture, quand aussi il a fait un travail sur lui et qu'il a accepté plein de choses, a une grille de lecture différente. Et que le fait que ce soit gênant de poser cette question montre bien que aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent se permettre de poser cette question. C'est souvent aussi des personnes blanches qui remettent en question le fait que une personne noire ne peut pas choisir d'aller chez un psy noir. La posture même de se poser cette question montre que, oui, il y a des personnes qui peuvent se permettre de dire qu'un noir ne sait pas vraiment ce qu'il veut, qu'un noir ne peut pas choisir. Toute personne devrait pouvoir choisir d'aller voir un psychologue qui soit noir ou blanc, et que ce ne soit pas possible parce que ce n'est pas accessible, parce qu'on n'est pas assez. Donc, petite parenthèse pour tous les psys en études racisés, continuez, on a besoin de vous. Il y a du travail. Les Noirs sont des humains comme tout le monde. On a une santé mentale.
Donc continuez, on vous attend, il y a de la place pour vous. Donc je referme cette parenthèse. Et donc oui, je pense que tout le monde devrait pouvoir aller voir un psy noir s'il en a envie, en fait. Et s'il se sent plus à l'aise. Merci beaucoup Stella. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver, on est en direct avec Stella Tiendré-Beogo qui est psychologue et sexologue et nous parlons avec elle de santé mentale et de sexualité un peu plus tard dans l'émission. Alors Stella, je voulais aussi te poser une question. La semaine dernière, on a reçu Boléwa Sabourin. Boléwa Sabourin qui fait un travail remarquable d'ailleurs avec son association Loba. Et du coup, avec cette association-là, il a choisi le biais de la danse pour, euh, pour venir en aide à des femmes qui ont vécu le viol comme crime de guerre au Congo. Et quand je lui ai demandé pourquoi le biais de la danse et pas un autre biais, il m'a dit, je vais essayer de paraphraser le moins possible, il m'a dit avoir choisi ce biais car ce n'est pas forcément dans la culture ni dans les habitudes des femmes congolaises de, en gros, s'allonger sur un divan et raconter ses problèmes. Du coup, je voulais, je voulais avoir l'avis d'une psychologue là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu en dirais? Bon, alors je ne sais pas les habitudes des femmes congolaises. Vraiment, je ne sais pas. C'est vrai que le divan, c'est une image. C'est une image du psychanalyste blanc. Donc c'est un des symboles très forts de la psychanalyse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus dans ces schémas. En tout cas, moi, je n'utilise pas le divan. Donc, c'est vrai que j'imagine, par contre, qu'une femme, et donc ça m'est déjà arrivé, qu'une femme congolaise et qu'une maman, parce que moi, j'ai de plus en plus de mamans envoyées par leurs enfants dans mon cabinet. Donc, je peux imaginer que ces femmes viennent voir un psychologue. On est quand même dans des cultures aussi de l'oralité. Ce sont des personnes qui parlent depuis la nuit des temps, sous l'arbre à palabres. Pardon. Ce sont des réunions de famille, des réunions de village. Donc, je pense que la parole et le langage est une des voies aussi thérapeutiques de toute personne, dont ces femmes congolaises, et qu'elles ont besoin de parler, de dire ce qui s'est passé. Je pense que c'est tout aussi thérapeutique que la danse. Et après, je pense que quand on subit des choses comme ça, on va dire que toute thérapie est bien en fait. Pardon, excusez-moi. Donc je pense qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a. Si la danse et le corps, parce qu'on est aussi des cultures du corps, si la danse et le corps sont des outils thérapeutiques accessibles pour ces femmes, il faut l'utiliser. Si en plus elles avaient un espace pour parler, pour mettre des mots sur ce qui s'est passé, moi je trouve que ce serait encore mieux. Donc c'est des outils complémentaires, je pense. Ouais. Ah, on me dit qu'il y a une question sur le direct. Alors. Alors laisse-moi juste aller dans le direct. Ah oui. Alors, on a Pona Écolo qui demande, justement, ne faut-il pas revoir une nouvelle psychologie plus adaptée pour les personnes racisées, avec de nouvelles études, etc. Freud, c'est loin, non? Freud a apporté plein de choses, hein. Franchement, je vais pas. Mais c'est vrai qu'il faut repenser, Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vague de psychologues qui sont en train de reprendre cette question. Moi, je suis pas la seule, et j'imagine que d'autres. Donc, si vous me voyez aujourd'hui, les autres psys, il faut qu'on se voie, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on conceptualise tout ça, il faut qu'on refasse notre propre DSM, qui est le grand dictionnaire de toute la classification des troubles mentaux, psychiatriques. Et je pense que nous-mêmes, il faut qu'on refasse notre DSM noir, en fait, et qu'on refasse nos propres outils. Et la voie, elle est ouverte. Elle est ouverte, elle est là, il faut qu'on la prenne. Alors, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a... qui m'a particulièrement
à tirer. Justement, tu dis que tu reçois beaucoup de jeunes femmes qui ont été, pour la plupart, élevées ici, mais que de plus en plus, tu commençais à recevoir leur maman, c'est-à-dire des femmes plus âgées qui n'ont pas forcément été élevées ici. Euh, du coup, comment enfin, c'est récent. Est-ce que tu en reçois beaucoup? Qu'est-ce qui diffère en fait entre ces femmes-là et leurs filles? Parce que j'imagine que ça doit pas être les mêmes problématiques. Il n'y a pas la même éducation. Alors franchement, alors déjà, elles viennent pas forcément toutes au cabinet. Elles aiment bien par téléphone. Donc on fait des séances téléphoniques, mais ça marche aussi très très bien. Alors elles ont. Alors moi j'ai l'habitude de dire c'est nos histoires puissance 1000. C'est multiplié vraiment par 10. Et c'est vrai que depuis que je les écoute et que je les entends, j'appelle aussi à notre génération à être empathique et à connaître nos parents. Parce que quand on sait, quand on peut comprendre ce par quoi ils sont passés, je pense que c'est plus facile aussi de comprendre ce par quoi nous on vit, ce par quoi nous on passe, ce qu'on vit. Et oui, elles ont des histoires avec des lois qui n'étaient pas là, oui, avec des parcours migratoires voilà, assez traumatisants. Donc oui, je pense que ouais, c'est ce qui diffère. C'est nous, version 1000. Ouais, elles ont des histoires très lourdes. Mais du coup, elles viennent toujours par le biais de leur fille, mais jamais toutes seules. Enfin, jamais elles-mêmes, déjà. Ça m'est pas encore arrivé. Euh, Ça m'est pas encore arrivé. Celles qui viennent, généralement, elles viennent parce qu'elles ont envie d'avoir de meilleures relations avec leurs enfants. Parce que leurs enfants, justement, leur demandent écoute maman, il faut que tu vois des choses parce qu'avec moi c'est compliqué. J'ai vu une psy, tu vas voir, elle est bien. Tu vas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis ou bien des mamans qui sont pas rassurées, qui accompagnent leurs enfants, parce que j'ai des très jeunes aussi, qui accompagnent leurs jeunes filles pour voir où elles vont. Donc on arrive, donc une fois qu'elles sont rassurées, bah, finalement c'est elles qui restent. Elles restent en séance, elles ont plein de choses à raconter. Il leur est arrivé plein de choses et en fait les filles, en tout cas leurs enfants sont toujours choqués de savoir qui sont leurs parents en fait, qui est leur maman plus particulièrement. Et quand on voit ce qu'elles ont vécu, ben je dis pas qu'on accepte, je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas on comprend beaucoup de choses et c'est plus facile de se reconstruire ou de même construire, de commencer à construire autre chose. Justement, tu as empiété sur la question que j'allais te poser. J'allais te demander si t'avais déjà reçu des parents et leurs enfants pour des thérapies familiales, si c'est quelque chose enfin, c'est des personnes que tu recevais souvent. Non, jamais, pas encore, pas encore. C'est-à-dire que où je reçois donc un enfant qui me réoriente sa maman, à un moment, pardon, excusez-moi, à un moment, Tu veux de l'eau? non, c'est bon, ça va aller, merci. À un moment, la maman, elle reste ou pas en séance, mais les deux en même temps, non, jamais, jamais. Après, je suis pas spécialiste de la thérapie familiale. Il y a des thérapeutes qui sont vraiment spécialistes et qui font que ça, parce que c'est toute enfin, c'est des approches systémiques, c'est des approches tout autres que moi je ne maîtrise pas. Et du coup, bon, sans trahir un quelconque secret professionnel, quand tu as des personnes qui viennent parce que voilà, enfin, ces personnes ont du mal à s'entendre avec leur mère ou vice versa, quels sont les problèmes que tu observes le plus en fait? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Sur la relation maman-fille, mère-fille, Ouais. alors là, il y a plein de choses. Je pense que ça, c'est une question de vie. Hein. C'est une des questions qu'on se pose, c'est que c'est en fonction des cas, il n'y a pas vraiment de réponse, il y a pas vraiment de réponse précise. Ben, tout dépend. Tout dépend. Des fois, ce sont des dépressions qui sont pas traitées de d'autres générations.
Par exemple, une maman ou un papa, hein, souvent les papas sont en dépression, les papas sont fatigués, et du coup, ça fait des familles où les parents déjà n'étaient pas disponibles à la base. Quand on sort tous les matins, que on est dans l'adversité, qu'on est oppressé, et quand on rentre le soir chez soi, c'est difficile d'être disponible pour ses enfants, c'est difficile d'être comme on a envie. On est dans un oui, il y a des vraies dynamiques d'oppression, il y a des vraies souffrances, et du coup, oui, ça crée forcément des biais dans les relations avec les enfants. Ça, c'est une des réponses, mais tout peut être conflit, tout peut être... il y a des chocs culturels, les générations qui sont nées ici et puis les générations qui sont nées dans d'autres pays, ça peut être compliqué quand il n'y a pas de dialogue. Le fameux les enfants de France. Voilà, c'est ça, le fameux les enfants de France, où les parents reconnaissent plus parce qu'ils avaient des projets, ils avaient des rêves, ils avaient envie de plein de choses pour leurs enfants. Aujourd'hui, ils reconnaissent pas leurs rêves dans les enfants, ils se disent que ils ont raté quelque chose. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas bien fait les choses, et comme ils se traînent quand même des dépressions et beaucoup de choses, c'est compliqué, et des traumas liés à l'exil, liés au parcours migratoire. Donc après, on ne peut pas s'étonner que ce soit compliqué avec les enfants. Puis les enfants, ils ont très peu de réponses. Ah, indiqué, deuxième question. Ok. Il y a Raphaël qui me demande, y a-t-il beaucoup d'hommes noirs qui viennent en consultation? Ils en ont grave besoin. Alors, il y a des hommes noirs. Moi, je les vois dans les thérapies de couple, où je les vois parce que leur copine leur a demandé de venir. Donc oui, j'en ai peu, mais de plus en plus. Ils arrivent. Alors, ils en ont besoin, mais comme toute personne racisée, j'ai envie de dire, qui vit ici, ils ont beaucoup de choses à dire. Et quand on leur offre, en tout cas, un espace safe où parler, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup d'émotions, ils ont plein de choses à dire. Donc oui, c'est impressionnant de voir un homme noir ouais, se livrer. Ouais. Il faudrait plus d'espace en fait pour tout le monde. Mm. Et bah oui, parce que du coup, chose que je ne savais pas, tu fais aussi des thérapies de couple. D'accord. Et tu reçois, enfin, parce que je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup du Black Love. Tu reçois beaucoup de couples noirs. Je n'ai reçu jusqu'à là que des couples noirs, D'accord. les deux. C'est des couples comme tous les couples qui ont des difficultés, qui arrivent un peu à bout de tout ce qu'ils ont essayé de faire dans leur couple et qui ont envie de mieux se connaître, de surmonter des difficultés qu'ils ont actuellement. Et c'est vrai que ça les aide oui, en préparatif de grands événements, que ce soit l'arrivée d'un bébé, que ce soit un mariage. Donc c'est tout autant d'événements qui sont, oui, qui sont dans la vie de tout un chacun, on va dire. Hein. Ouais. Pour le coup, sur les couples, je vois pas trop de. Ouais. Oui, oui et non. Après, il y a les histoires de mariage où il y a la famille, il y a beaucoup de pression sociale, il y a le poids un peu. Quand on doit faire, je sais pas, une liste de mariages dans on va dire dans nos communautés, c'est pas pareil que, voilà, un mariage de 50, 75 personnes. Là, ça, voilà, on sait que c'est autre chose. Et oui, ça peut créer des conflits. Donc, dans ce sens, je dirais que oui, on parle de choses dont je pourrais ne pas parler avec d'autres couples, mais sinon, oui, ils ont des problématiques affectives, relationnelles et sexuelles comme tout autre couple. Il y a deux questions. Bah, toi qui, toi qui t'inquiétais de savoir si elle allait avoir des questions ou pas. Ah, 3. Alors,
On me demande, cela t'arrive-t-il de faire face à des problématiques de type peau noire, masque blanc? Hmm. Alors, c'est mon quotidien. Ben, enfin, mon quotidien. Euh, oui, merci. Alors, tout dépend de ce qu'on veut dire par là, mais alors, j'exagère peut-être un peu quand je dis que c'est mon quotidien quand même. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de complexes. Alors, quand on en vient à consulter un psychologue, finalement, en tout cas noir, les personnes sont assez conscientisées. Elles ont lu pas mal, elles ont fait le tour aussi beaucoup. Elles ont évité de venir, donc pour éviter de venir chez un psychologue, elles ont lu beaucoup. Des fois, elles ont fait beaucoup de choses d'abord toutes seules. Elles ont essayé la méditation, elles ont essayé le yoga, elles ont essayé de voir des amis, d'en parler à des personnes. Elles ont essayé de se motiver, de trouver des cours. Enfin, elles ont fait déjà tout un tas de choses. Donc c'est vrai que non, j'en vois pas beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, euh, oui, elles peuvent amener ça en séance. Mais c'est vrai que quand on est noir et qu'on ouvre la porte, en tout cas qu'on franchit la porte de chez un psychologue, c'est que déjà on a fait toute une démarche de déconstruction. Donc le masque blanc, il est, oui, non, je peux pas dire que je le vois. Par contre, ce que je vois, c'est des masques. C'est des masques, c'est-à-dire que depuis l'enfance, on porte beaucoup de masques. Le masque de la gentille noire, le masque de la noire polie, le masque de la noire qui s'habille bien, le masque de la noire euh, voilà, qui accueille tout le monde, qui va soigner tout le monde, qui écoute, qui donne de super conseils. Euh, on a plein de masques. Donc moi, les gens, ils arrivent dans le cabinet avec des valises et dedans, il y a plein de masques. Donc c'est pas forcément des masques blancs, mais c'est des masques quand même qui pèsent lourd et qui sont coûteux psychiquement parce que depuis petite, ben, on leur a dit pour te faire aimer, il faut que tu sois gentil. Pour, euh, pour, pour qu'il t'arrive pas ça, il faut que tu dises ça. Euh, et donc, ce sont des personnes qui n'ont pas appris à fonctionner juste en étant elles-mêmes. On leur a appris à fonctionner avec plein de masques. Donc finalement, elles arrivent à un âge souvent où elles en ont marre. Elles en ont marre de tous ces masques, elles ont envie de savoir qui elles sont, elles ont envie de déposer tout ça et de trouver des espaces où elles peuvent être elles-mêmes. Et c'est tout le travail qu'on fait. Donc oui, je vois pas forcément des masques blancs, mais des masques en tout cas, beaucoup. Alors, avant de répondre aux autres questions, je voulais revenir sur ce que tu disais. Voilà, le masque de la noire polie, le masque de la noire qui s'habille bien, le masque de la noire qui accueille tout le monde et qui donne des super conseils. Ça me fait penser un peu au stéréotype de la, je sais pas comment je peux dire ça, de la, voilà, de la ride or die, de la superwoman voilà, qu'on attribue tout le temps aux femmes noires. Et je sais en médecine, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome méditerranéen. C'est-à-dire c'est le fait de minimiser la douleur des femmes noires ou arabes enfin en général et de dire qu'en fait voilà elles ont tendance à exagérer leur douleur, c'est propre à leur culture et bon de toute manière bon les femmes noires sont plus fortes donc elles supportent mieux la douleur. Est-ce qu'en psychologie on retrouve un peu ce truc-là, enfin pas forcément en ces termes mais Ben, je pense que pas en ces termes, mais effectivement, la strong woman, la superwoman, la, par exemple, celle qui ne pleure pas, parce que pleurer, c'est être faible. Celle qui quand elle rigole, elle va pas trop rigoler. Elle a toute une attitude, exactement. Donc il y a tous ces syndromes, c'est vrai. Mais il y a aussi tout ce qui est, donc là tu disais respectabilité, il y a tout ce qui est oui, je veux pas trop me montrer, je veux passer un peu inaperçu. Et pour ça, je vais essayer de respecter tous les codes sociaux que je vais performer quand je vais rentrer dans un supermarché. Je vais marcher, je vais dire bonjour, s'il vous plaît,
De rien, je vais laisser la Politique de porte, respectabilité. je vais faire tout ça. Et c'est vrai que nous, alors moi, je fais des groupes d'exposition. Alors, l'exposition, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à le faire tout le temps, c'est un peu le traitement de l'anxiété sociale, parce que tout ça est en lien, en fait. On a tellement peur d'être jugé, on a tellement peur qu'on nous pointe du doigt qu'on va performer tout ça. Et c'est une forme d'anxiété sociale. Donc, le seul traitement finalement à l'anxiété et à tout ce qui est peur, c'est l'exposition graduée. Alors, pour, pour bien s'exposer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve au cabinet. Donc, on est un groupe donc, de femmes noires. Vous êtes combien? Bon, il ne faut pas être trop nombreux, mais généralement, on est 5 ou 6. 5 ou 6 personnes. Et en fait, moi, je suis sur une rue là où il y a beaucoup de passages, etc. Donc, on descend dans la rue et on rentre. Donc, il y a un brief au début. Donc, on a des tâches à faire. Et les tâches, c'est aller prendre un café, par exemple, toute seule pendant 15 minutes, sans performer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on vient, on s'assied, on dit bonjour, je voudrais un café. On boit notre café, on paye, on s'en va. Ça, sans téléphone, sans livre, sans rien du tout, ça c'est quelque chose qui est compliqué pour beaucoup de femmes et plus spécifiquement pour les femmes noires. On se réapproprie la rue, c'est-à-dire que par exemple, une des missions, c'est aussi de marcher de manière ancrée, tout droit, sans dévier à chaque fois et sans s'excuser en fait de marcher juste sur un trottoir, sauf pour les poussettes. Oui, on se bouge, hein. Quand on s'observe bien, on se bouge. C'est des toutes petites choses du quotidien, mais en fait qui nous pourrissent la vie parce que du coup c'est les masques. C'est les masques. Et donc nous on essaye de marcher sans masque. D'ailleurs à ce sujet je travaille beaucoup avec une art thérapeute, orthithérapeute, donc avec la nature, sur ça, sur comment marcher, enfin elle c'est vraiment une personne qui travaille beaucoup de choses et elle est noire donc voilà. Et pour venir sur ces questions d'exposition, une des choses aussi, c'est le sourire. Les femmes noires, on va beaucoup travailler aussi le sourire, c'est-à-dire que même moi, quand elles arrivent dans le cabinet, elles sourient beaucoup. Alors on peut être une personne souriante, c'est sûr, mais il y a des fois une petite dose de extra sourire qui est épuisant aussi d'avoir. Donc on va aller par exemple au supermarché et on va pas sourire. Le but c'est de prendre sa bouteille d'eau, de dire bonjour, de prendre la bouteille d'eau et de sortir. Ce qui est en vrai un exercice quand même difficile, comme ça paraît simple, mais en vrai, quand on est anxieux ou anxieuse sociale, c'est hyper difficile. Un autre exercice, c'est par exemple d'acheter un vêtement ou d'acheter un article et de le ramener sans avoir honte en fait, mais dans l'heure. Donc pendant l'exposition, on fait ça. On achète quelque chose et on dit, en fait, finalement, on le veut plus, on le ramène. Donc le but de l'exposition, c'est pas de devenir une personne trop impolie, trop insupportable. Non. En fait, c'est de se montrer, c'est de s'exposer à ce que les gens nous aiment pas. C'est de s'exposer au fait qu'en fait, on va nous trouver ou impoli, ou mal élevé, ou pas gentil, ou pas bien, etc. Et en fait, de se rendre compte que au bout du bout, on survit quand même et qu'on a la liberté d'être comme ça si on n'a pas envie un jour de sourire, par exemple. Donc oui, donc c'est tout autant de choses qu'il faut qu'on se réapproprie nous. Et c'est marrant ce que tu dis parce que tu parles beaucoup du sourire. C'est vrai que de manière générale, on demande beaucoup aux femmes de sourire, genre tu devrais tu devrais être un peu plus souriante. Ah, pourquoi tu souris pas? Mais spécifiquement pour les femmes noires, pourquoi c'est encore plus dur de ne pas sourire? Oui, de se donner ce défi-là, de ne pas sourire. Pourquoi c'est l'histoire des masques. C'est parce qu'on n'a pas appris à fonctionner sans nos masques. C'est parce que sans notre sourire, alors le sourire, c'est aussi un mécanisme de défense. Quand je te rencontre pour la première fois, je souris parce que l'émotion est élevée. Donc le sourire me permet de gérer un peu, de ramener, voilà. Donc il faut pas le perdre, hein. C'est important. C'est aussi un moyen de connexion avec certaines personnes. Donc c'est important. Mais il y a le sourire un peu de convention qu'on va s'obliger à faire parce qu'on nous a appris, et surtout les femmes,
qu'il fallait être gentille, qu'il fallait être souriante, qu'il fallait être jolie. Et donc on performe tout autant de choses qui nous font beaucoup de mal en fait. Merci beaucoup. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver, je fais juste un petit rappel. On est en direct avec Stella Tiendré-Beogo, qui est psychologue et sexologue, et nous parlons de santé mentale. Et je vais répondre aux deux questions qui attendent depuis tout à l'heure. Alors, il y a Xavier Max qui demande quels sont les combats psychologiques que doit livrer le noir né en France dans sa construction identitaire, comparativement au noir né dans un contexte noir ou africain. Cela affecte-t-il sa capacité d'action? Question très pertinente, je dois l'admettre. Alors Xavier, merci. Merci, mais alors je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à la question, parce que je pense qu'il faudrait une thèse dessus, il faudrait des études, il faudrait des données, il faudrait des statistiques, il faudrait des recherches, encore et encore, il nous manque beaucoup ça. On peut pas dire. Par contre, c'est vraiment une réponse un peu perso que je vais donner du coup de ce que je peux voir et de mon histoire aussi. Je pense que pour les personnes qui sont nées en Afrique et qui arrivent, elles ont un parcours donc migratoire, elles ont un parcours d'exil qui est au niveau de leur génération. Pour les personnes qui sont nées ici, l'exil et donc la migration est donc une voire deux générations plus haut. Donc c'est un héritage de choses. Elles doivent faire face à un héritage de choses qui ne leur appartiennent pas. Des difficultés de parents qui ont dû se battre tous les jours et aujourd'hui elles héritent de ça et donc elles doivent continuer à vivre avec ça dans un pays qui leur dit que ces personnes ne sont pas vraiment chez elles, mais elles sont nées ici. Donc je pense qu'il y a tout un truc vraiment une vraie question identitaire de se définir. Quel est mon repère, quelle est mon identité, donc quels sont mes symboles. Donc elles vont recréer tout un tas de symboles qui ne seront de toute façon pas reconnus dans cet état. Donc ça va être encore plus dur. Donc c'est une recréation identitaire en permanence. Et elles se battent avec ça, sachant que la transmission se fait partiellement parce qu'on nous transmet beaucoup d'angoisse, on nous transmet beaucoup de choses, mais on nous transmet pas notre histoire, on nous transmet pas ce qui était bien, on nous transmet pas une fierté d'être noire, etc. Donc elles doivent encore aller chercher elles-mêmes des choses. Du challenge des personnes qui arrivent ici et où le parcours migratoire est au niveau de leur génération, ce qui est mon cas, elles sont en mission. C'est-à-dire que quand on t'envoie ici pour faire tes études, t'es en mission. T'es en mission, clairement. T'es en mode guerrière, on t'a donné ton sac à dos, on t'a quitté à l'aéroport, on t'a dit tu vas en France. Ouais, voilà. C'est ça. Donc en fait, quand t'arrives ici, t'es dans un mode où tu te rends pas compte, mais tu utilises toutes tes ressources, enfin tu donnes tout. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est à un moment quand tu dois baisser les armes, enfin, quand est-ce qu'on doit baisser les armes? À partir de quand quelqu'un nous dit, c'est bon, t'as réussi, c'est bon, tu peux te reposer? Jamais, en fait. Donc, tu continues dans un mode, et il faut à un moment que tu te dises, ouais, c'est bon, en fait. J'ai fait ce que j'ai pu, bon, je peux voilà. Et donc, il y a tout aussi les questions un peu d'adaptation, de climat, de se refaire un tissu social parce que les familles sont loin, de se faire des groupes d'amis et on minimise vraiment cette question des amitiés. Moi, les cercles d'amis, moi, je la questionne beaucoup en séance parce que je pense que c'est hyper important. Des cercles d'amis, les cercles qui nous entourent. Donc, pour les personnes qui arrivent ici, il faut se refaire tous ces cercles. Généralement, les personnes qu'elles ont connues sont elles-mêmes en mission dans d'autres endroits. Donc, c'est le challenge. Pour moi, c'est un peu la grande différence. Et après, une gestion des codes, un jeu des codes qui n'est pas pareil pour moi. Et au final, quelque chose de très commun, qu'on soit né
là-bas ou ici, c'est la racialisation, c'est que de toute façon, les personnes qui vont nous croiser dans la rue, qui vont nous faire les entretiens d'embauche ou qui vont nous vendre cette bouteille d'eau au supermarché, on est noir. Donc, de toute façon, ça, on a ça en commun et je pense que ça, il faut le garder à l'esprit. Merci beaucoup. Merci Xavier pour cette question très pertinente du coup. Alors, on a encore Pona Écolo qui demande: as-tu eu des personnes victimes de racisme, de discrimination ou de violences policières? Quel traitement pour ce genre de traumatisme? Alors, le racisme, tous les jours, ça, c'est même pas une question. Donc, racisme, discrimination. Après, violence policière. Malheureusement, je reçois pas assez d'hommes et c'est vrai que c'est une thématique qui est polarisée de leur côté. Je reçois des femmes qui me parlent de leurs frères, qui me parlent de leur mari et ce qu'on leur dit, ce qu'on leur fait et de la confiance qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas justement dans un système, la peur qu'elles ont pour leur fils. Alors là, ça par contre, j'ai ça beaucoup. Donc moi, j'ai l'angoisse des femmes qui vivent aux côtés de ces personnes qui sont victimes de ces oppressions. Mais bon, on connaît quand même ce sujet. C'est un trauma et c'est une thérapie du trauma, c'est en parler, c'est se reconstruire, c'est se réparer. Et il faut avoir une réparation. Pour certains, ça va être nécessaire, ça va être même obligatoire. Alors, par réparation, je pense qu'il y a beaucoup de réparations avec un grand S. Que ce soit une réparation juridique, que ce soit une réparation sociale, sociétale. Enfin, il faut trouver sa réparation et y aller à fond. Mais c'est compliqué. Ouais. D'accord, très bien. Alors, on a une question de Jérémy qui dit: pensez-vous que l'homme noir a un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'homme blanc? Alors là, franchement, Joker. Jérémy, là, c'est une question trop générale. Est-ce que le mouille? Est-ce que le feu brûle? Là, c'est complètement Joker. Alors, franchement, je voudrais pas répondre très personnellement, mais non, alors, je vais pas répondre. Je vais pas répondre, Jérémy. Je botte en touche. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que l'homme noir a subi énormément de choses. Enfin, rien de comparable à ce qu'un homme blanc a subi. Que malgré tout, il essaye de faire sa course comme il peut. Et qui se prend c'est comme si, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme si on demandait à deux hommes de courir, et puis il y en a un qui a des boulets, et puis il arrive quand même au bout de la course. Donc ça c'est un big up à Marie parce que là je lui pique une de ses phrases, mais oui c'est un peu comme ça moi que je vois les hommes noirs qui peinent. Alors, je vais pas prendre la défense des hommes noirs. Je pense qu'ils doivent se trouver leurs espaces. Il faut qu'ils se reconstruisent. Il faut et je pense qu'il y a des personnes qui parlent très bien des masculinités noires, beaucoup mieux que moi. Donc, Jérémy, je t'invite à te rapprocher de ces personnes. Mais je ne le pense pas. Mais voilà. Alors, on a toujours Pona qui nous pose une question. On parle d'une prétendue résilience inépuisable de la femme noire qui est ailleurs taxée de colérique, angry black woman. N'est-ce pas contradictoire si on considère que la colère est certainement le symptôme d'une souffrance profonde? Alors, il y a beaucoup de questions dans la question. Moi, je vais reprendre juste le mot. Je vais parler de deux choses, de la résilience et de la colère.
Déjà, la résilience, c'est un terme qui est repris beaucoup et qui est enjolivé. J'ai vu des articles dessus dans les magazines Vive la résilience, etc. Moi, je dis, je suis très mitigée sur ce concept de résilience. La résilience, c'est un mécanisme de survie. Hein, c'est un mécanisme de survie qu'on va avoir dans des situations où on est à risque, où on est en danger. Donc, on va mettre en place des processus pour faire face à des choses. Donc, il faut savoir que tout ce qu'on met en place pour faire face à des choses difficiles est coûteux. On paye à un moment l'addition et c'est pas du tout gratuit d'être résiliente. Est-ce que tu peux définir ce qu'est la résilience? Alors, la résilience, c'est tout. Alors, tout le monde a un niveau de résilience. C'est notre capacité à faire face à tenir bon et à tenir bon dans des moments difficiles, à faire face à des choses qui sont compliquées. Donc ça peut être un événement comme voilà, un décès, un deuil, comme ça peut être faire face à une oppression, à une attaque, à une agression. Donc c'est comment on va résister un peu. Et moi je pense que la résistance, ça nous demande beaucoup dans nos cerveaux. Et nous, personnes noires, on est en résilience quasiment tout le temps. Donc c'est comme si on dormait avec des armures, des casques en fer, des épées. Et quand on est en mode résilience, on est comme ça. Donc c'est fatigant de se promener avec une armure. Normalement, on devrait vivre optimalement dans un monde où on n'a pas besoin d'être tout le temps résilient. Alors, la vie, c'est pas un long fleuve comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faudrait pouvoir utiliser nos capacités de résilience dans les bas et pas tout le temps. Et pas tout le temps. Et donc, du coup, le prix à payer, il revient sous différentes formes. Sous la forme d'une dépression, sous la forme du syndrome de l'imposteur, sous la forme d'une anxiété sociale, sous la forme d'une carrière pas voilà. Et donc, du coup, je vais aussi parler de la colère, qui pour moi est la meilleure amie. C'est une des émotions qui est notre meilleure amie. Donc, pour moi, la colère n'est pas, comment dire, la colère n'est pas un problème. La colère, il faut la distinguer de l'agressivité, il faut la distinguer de la violence. Ça n'a rien à voir, qui sont des expressions donc de communication. Alors que la colère est une émotion. La colère, c'est notre meilleure amie. Elle ne ment jamais. Elle est là. Elle nous dit ça me saoule, ça m'énerve, ça je veux pas. Ça, quelqu'un est en train de me faire quelque chose que je ne veux pas. Et c'est cette colère, quand on l'écoute, qui nous permet d'agir, qui nous permet l'action. Et c'est de cette frustration que naît cette action. C'est de cette frustration qu'on est toutes là aujourd'hui à faire cette émission parce qu'on en a marre de ci, qu'on en a marre de ça. Et parce qu'on n'écoute pas et qu'on la confond souvent avec d'autres émotions, on l'utilise pas telle quelle. Donc la colère, on devrait tous la ressentir, on devrait l'écouter, lui faire de la place et lui dire oui, je t'entends, je t'écoute et je vais agir. Et donc toi, par exemple, qui me touche, non, tu me touches pas. C'est à ça que sert la colère. Donc si on la tait et qu'on lui donne une image un peu négative, on continuera encore et encore à passer à côté de nous-mêmes. Alors, il y a Kevin Garba qui pose une question. Il y a énormément de questions aujourd'hui. Bonsoir, j'ai passé quelques jours en France récemment pour un voyage scolaire et j'ai été marquée par la remarque d'un garde dans un supermarché qui, lorsqu'il m'a vu à côté de mon prof blanc, a directement conclu que je cherchais à l'escroquer. Comment expliquez-vous ce genre de comportement? Alors, c'est des stéréotypes qui sont intériorisés par tout le monde en fait. Hein. C'est des personnes qui n'ont pas déconstruit plein de choses. Je parle bien sûr de cet agent. C'est tout. Hein. C'est une intériorisation. Oui, c'est une personne qui rejoue des stéréotypes que lui-même on lui a collés et qui refait sans cesse la même chose. C'est tout. On me dit qu'il y a d'autres questions. Ah, on me dit qu'il y a d'autres questions que je ne vois pas.
Je ne vois pas la question. Ah, merci. Alors, toujours Jérémy qui... bon, ça semble être la suite d'une autre question que je n'ai plus. Ça semble être la suite d'une question précédente, dans le sens où on a l'impression que le fait d'être que le fait d'être noir, on doit le revendiquer tout le temps et partout. Du coup, comme j'ai pas la première partie de la question, Jérémy, je vais vous demander si vous voulez de reposer la question en entier, comme ça Stella pourra y répondre. Euh, alors du coup, je voulais revenir avec toi sur un sujet qui a fait l'actualité cette semaine. Ça a été, bon, j'ai pensé que c'était pertinent de l'aborder ici, le débat sur la fessée qui est encore revenu cette semaine parce que du coup on souhaite l'interdire et on en a parlé la semaine dernière avec Boléwa très brièvement. On a parlé voilà des châtiments corporels qui pouvaient y avoir dans nos communautés parfois voilà des parents à leurs enfants. Du coup, c'est quelque chose qui est très controversé parce qu'il y a, il y a une partie qui dit que bon, bah voilà, c'est du châtiment corporel, et il y a l'autre partie qui dit que voilà, bah, c'est comme ça, on est éduqué à la dure. Du coup, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qui serait le plus pertinent en fait, enfin, vis-à-vis de ça? Alors, que ce soit d'un point de vue psychologique ou même d'un point de vue juste global, je pense que euh, toute violence est violence. Donc, toute domination, telle qu'elle soit parentale ou autre, ne devrait pas être. Moi, je dis souvent, hein, imaginez-vous que ce bébé ou cet enfant mesure 2 mètres. Est-ce que vous le forceriez ou est-ce que vous le taperiez pour qu'il mange, pour qu'il aille prendre sa douche ou est-ce qu'il pour faire ses devoirs? Et là, tout de suite, quand même, la réponse, c'est non. Donc, on voit bien que dans ces processus, c'est une domination purement physique. Parce que si on accouchait de bébés qui faisaient 2 mètres, je pense pas qu'on les forcerait à faire tout ça. Donc, il y a une éducation, il y a des guides et surtout, il y a des limites. Les parents sont là pour mettre un cadre et des limites à des enfants. Et je pense que ces enfants enfin, qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui n'aide pas les parents. Qui n'aident pas les parents. Ce sont pas des parents qui sont disponibles, ce sont pas des parents qui peuvent faire câlin, câlinou avec leurs enfants. Donc oui, à leur décharge, ils sont épuisés, ils sont indisponibles émotionnellement. Donc, on va pas taper sur les parents, mais attention, ça reste une violence et c'est de la domination purement physique. Donc moi, moi j'ai un fils, moi je l'imagine 2 mètres de plus, et oui, là tout de suite je me calme, je me dis non, mais c'est une domination là que tu essayes d'exercer sur lui. Et donc ça calme tout de suite. Donc, et puis toutes ces personnes avec cet argument, parce que le grand argument des personnes, c'est moi, on m'a bien tapé et je suis là. Ça, c'est le grand truc. Alors déjà, je sais pas si du coup, finalement, quand on regarde bien, moi, ce que je demande, c'est est-ce que oui, on t'a tapé, oui, tu es là, mais est-ce que tu en es sorti indemne de tout ça? Et là, quand on regarde bien, et je vous invite à vous poser la question, à toutes les personnes qu'on a tapées et qui disent mais moi on a tapé, moi je suis encore là, est-ce qu'elles en sortent indemnes de ces relations violentes avec leurs parents? Donc moi je pense qu'il y a tout un truc à repenser. Je sais pas si interdire la fessée, enfin je sais pas comment les débats vont avancer, mais en tout cas c'est clair que une violence reste une violence physique d'un adulte sur un enfant à partir du moment où il tape, où il crie, voilà. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, surtout entre nous, dans nos communautés, c'est quelque chose dont on va plus ou moins, qu'on va aborder, enfin plus ou moins sur le thème de l'humour, en disant ouais, non, 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 la chicotte.
Mais enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans nos communautés en fait. Pourquoi? Ben, alors, de fait, parce que c'est des communautés aussi qui ont vécu la violence, qui ont vécu dans la violence depuis des générations et des générations, que c'est que il fallait filer droit, que quand on écoute les histoires des parents et leur rythme de vie, il n'y avait pas d'espace pour chipoter. Est-ce que tu veux le verre rose ou le verre bleu? Ah non, mais nous il fallait vite choisir parce que c'était comme ça. Donc je pense que que déjà il y a des générations en haut qui vivent dans la violence, qui elles-mêmes ont pas le temps, qui elles-mêmes sont fatiguées, comme je le disais. Donc ça peut venir de là, parce que quand on voit des parents qui sont dans un environnement, voilà, parfait, qui ont leur job, le job qu'ils ont envie, qui ont pu voilà, rencontrer des personnes dont elles avaient envie, vivre sous un toit, etc. Je pense que ça se passe beaucoup mieux. Euh, je dirais ça, moi. Oui. Et puis peut-être une perte aussi de liens, de repères, euh, d'exil aussi. Alors je parle que des familles ici. Hein. Je pense que dans certains pays d'Afrique, c'est encore autre chose. Euh, je ne sais pas, je dirais ça. Je dirais la violence qu'on a subie depuis toujours. Alors, du coup, je vais répondre à certaines questions, puisqu'il y en a encore depuis tout à l'heure qui attendent. Euh, Ah, alors, et on a le collectif Perspicace qui. Perspective, oulala. Mais elles sont aussi perspicaces, c'est vrai. Merci de m'avoir rattrapé. Alors, on a le collectif Perspective qui te demande, pouvez-vous nous parler de la prise en charge psychologique des personnes non blanches et des traumas racistes, en particulier en France, et de pourquoi il est bénéfique pour les personnes noires d'avoir accès à des professionnels de santé mentale noirs et conscientisés sur les discriminations et les oppressions. Merci d'avance et merci d'avoir lu cette longue question, mais ne me remerciez pas, c'est normal. Alors, merci au collectif Perspective qui est perspicace aussi. Hein. Vous venez de signer un nouveau nom, mais c'est bien, qui fait d'ailleurs un travail super et on a vraiment besoin de ce type de collectif. Alors, on a besoin de plus de professionnels. Tout à l'heure, on le disait sur les étudiants en psychologie, en psychiatrie, et tous les thérapeutes d'ailleurs qui touchent à la santé mentale, parce que ils sont pas les seuls. On a besoin de psychologues avec plus de grilles de lecture en fait. On a besoin de psychologues qui sortent des cadres un peu à pensée unique, à pensée uniquement blanche, et qui pensent les personnes dans leur intersectionnalité, qui pensent les personnes pour lesquelles tous ces cadres n'ont pas été faits. D'accord. Donc quand à la base on a enfin je veux pas donner des mauvais exemples, mais par exemple moi il m'était déjà arrivé d'être interpellée en cours par un professeur. C'était un cours sur l'anxiété sociale et la timidité. Et il me dit mais toi Stella, tu sais, moi j'ai reçu un patient qui était une personne de couleur, un homme qui avait peur qu'on voit qu'il rougissait. Est-ce que tu peux nous dire si on est dans un diagnostic de paranoïa parce que les personnes de couleur ne rougissent pas, ou si on est dans un diagnostic d'anxiété sociale, ou surtout de timidité parce que les timides ont peur qu'on voit qu'ils sont timides. Voilà. Euh, donc on a encore plein de professionnels qui se posent encore des questions comme ça est-ce que les Noirs rougissent? Quels sont leurs signaux d'anxiété? Donc je pense il est urgent qu'effectivement on puisse apporter ces réponses. Et ces réponses, elles viendront aussi de personnes qui s'y intéressent suffisamment, et donc de nous.
Et tant qu'on s'y intéressera pas vraiment de nos propres mécanismes, de comment on fonctionne, socialement bien sûr, culturellement aussi, je pense que ça changera pas. Il faut élargir les grilles de lecture, faire péter plein de cadres qui sont étriqués, qui ne sont pas pour nous, en tout cas en créer d'autres. Donc oui, et ça commence par la formation. Et il faut que pendant la formation, les psychologues qui sont blancs, quand je dis psychologue, c'est tous les thérapeutes, psychologues, psychiatres, gynécologues, je cible ça parce qu'il y a aussi une vraie question des violences sur les violences obstétricales. Tous ces professionnels soient aussi formés à tout ce qu'ils peuvent dire, tous les stéréotypes qu'ils ont sur les personnes noires, que les cours aussi, que les cours soient aussi repensés dans une mixité, voilà, en prenant en compte les blancs et les non blancs. Donc oui, il faut beaucoup le collectif Perspective, et on a besoin de vous, et vous aussi, peut-être que vous allez nous aider à ça. D'accord, très bien. Merci au collectif d'avoir posé la question. Alors, on a Jofins Makiba qui demande: ne pensez-vous pas que si les personnes de couleur noire se dirigent très peu vers les psys, c'est dû au seul fait qu'elles sont trop attachées aux religions pour certaines et au fétichisme pour d'autres? C'est une des questions qui m'est souvent posée, en tout cas en dehors bien sûr des espaces. Oui, il y a cette croyance. Il y a plusieurs causes sur lesquelles dont on peut discuter de pourquoi une personne noire ne va pas aller chez un psychologue, et la religion est une des questions, on va dire. Donc on a la partie des personnes qui pensent que la religion peut aider, et donc dans une certaine mesure, si ça peut les aider, tant mieux. Il y a certaines personnes qui se disent que qui sont qui attribuent tout ce qui leur arrive à une religion, ou en tout cas à Dieu. Et à ce moment-là, moi j'ai envie de leur dire, si Dieu a créé tout ça, il a aussi créé les psychologues, il a aussi créé les thérapies, et il faut en profiter, et que en thérapie, on peut parler de religion. Moi, je parle beaucoup de religion avec les personnes qui en ont une et qui ont une foi, et c'est pas incompatible en fait. C'est pas incompatible, mais c'est encore effectivement une croyance que une thérapie est incompatible avec une foi ou une religion. Ce qui n'est pas le cas. Donc oui, donc des fois, oui, on passe à côté de choses. Merci. Alors, il y a Kevin Garba qui demande: comment réagir face à des hommes noirs qui sont racistes vis-à-vis des membres de leur communauté? Je pense que c'est la personne qui a posé la question par rapport au vigile, et qui a précisé, soit dit en passant, que en fait ce vigile qui l'a stéréotypé était lui-même un homme noir. Donc, voilà. Alors là, moi, j'aimerais que Marie Da Silva soit là pour répondre à cette question. Marie, aide-moi. Alors, je pense que comme Marie aime dire, il faut pas faire de pédagogie. On est tous d'accord ici pour savoir qu'on ne fait pas de pédagogie, en tout cas avec des personnes blanches. Je pense qu'avec des personnes noires, celles qui nous sont chères, et quand on en a l'énergie, il faut le faire, il faut expliquer, en tout cas si on a envie, il faut le faire. Des personnes noires qu'on ne connaît pas, qu'on croiserait dans la rue, qui auraient des propos, on va dire, problématiques, parce que cette personne n'est pas raciste, ça je pense qu'il faut le dire. Le racisme, elle peut pas être raciste, on peut pas taxer cette personne de raciste. Voilà. Par contre, oui, elle peut être en colère, ou elle peut être complexée aussi. Elle peut être complexée, elle peut avoir plein de choses. Et du coup, oui, on peut. Ça dépend de notre degré d'énergie, je dirais. Si vous avez envie de faire de la pédagogie ce jour-là pour cette personne, allez-y.
Sinon, moi j'ai envie de dire chacun son chemin, chacun son rythme. Cette personne, elle avancera à son rythme quand il faudra. Alors du coup, je fais un petit rappel pour les personnes qui nous rejoignent. Alors on est en présence de Stella Tiendrebeogo qui est psychologue et sexologue et avec qui nous parlons de santé mentale. Alors du coup, c'est vrai on n'avait pas encore abordé la question de la sexologie, mais voilà, tu es aussi sexologue et tu animes, tu co-animes en fait les rendez-vous sexcare. Alors, qu'est-ce que c'est les rendez-vous sexcare? Alors, les rendez-vous sexcare, ce sont En gros, c'est une idée qu'il n'y avait pas assez d'espace pour les femmes pour parler de sexualité. Et que les discussions un peu entre copines qu'on peut avoir, finalement, c'est bien cool, mais elles étaient pas, pour nous, elles étaient limitées dans le sens où il y a tout un monde qui nous est pas accessible, il y a plein d'informations que les copines elles-mêmes n'ont pas. Donc voilà, donc on s'est dit avec Audrey, on va créer un espace où on va parler de sexualité, où toutes les filles qui seront là, elles seront à la fin expertes un peu plus d'elles-mêmes. Donc l'idée, c'était de faire une formation. C'était comme c'est le cas encore, de faire une formation sur la sexualité pour qu'on apprenne. Donc les sujets, ça partait du corps. Donc on revoit toute l'anatomie. Et moi, j'ai encore cette vision du premier groupe qu'on fait sur l'anatomie où on leur montre des grandes planches anatomiques. Et en fait, on était toutes comme ça. Et on était comme ça, alors que quand même dans la pièce, on est censé, c'était des personnes on était censé savoir ce que c'est un vagin, ce que c'est une vulve, ce que c'est le clitoris, ce que c'est tout ça, mais finalement, ça reste très théorique. Et de le voir en vrai et de pouvoir en discuter sur tout ce qui nous gênait, tout ce qui nous complexait, toutes les questions les pires, les plus celles qu'on imagine les plus loufoques comme ça, on a pu les poser. Donc on a parlé du corps, on a parlé aussi de l'amour. Amour, gros sujet pour les femmes noires. L'amour, en tout cas, on s'est rendu compte, nous, dans nos ateliers, que l'amour, finalement, était un luxe. Un luxe pour nous. Et on était très triste de le vivre avec les filles qui étaient là. On a parlé de relations, de couple. On a parlé aussi de désir sexuel, de plaisir sexuel. Donc ça passe aussi par son corps. Comment on a érotisé toute notre sexualité, comment on a érotisé toutes les choses autour. Et finalement, les violences de toutes sortes, finalement, sont au centre de nos vies. Parce que finalement, toutes, à un moment donné, que ce soit le phénomène de l'exotisation, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit même la manière dont on est objectivé en tout cas, on est placé très souvent en tant qu'objet sexuel sans que nous, on l'ait décidé. C'est ce que tu appelles. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'exotisation pour les personnes qui n'ont pas forcément ce terme Alors exotisation, on va dire, c'est quand on est un objet un peu atypique, un peu exotique, qui vient des îles ou qui vient d'Afrique ou qui est une panthère ou qui est une biche, une gazelle et quelque chose de chaud, quelque chose comment? Oui, c'est quelque chose qui relève du fantasme sexuel. Donc quelqu'un d'exotique, c'est aussi quelqu'un avec qui on va pouvoir faire des choses. Donc on imagine que parce qu'elle vient d'une certaine partie de la planète, elle va avoir le monopole de la sexualité. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, une femme noire va être prise là où elle est. On marche dans la rue où on est tranquille, assise. Et puis il y a quelqu'un qui va décider qu'à ce moment-là, on allait être un objet sexuel. Donc c'est un peu une infraction à chaque fois à notre développement ou à notre journée ou à notre minute, là comme ça. Et ça va arriver beaucoup plus pour des femmes noires. Voilà.
avec tous les stéréotypes qui vont avec, de la femme noire, des lèvres de la femme noire, des seins de la femme noire, des fesses de la femme noire, de la couleur de peau, de la peau qui brille, des cheveux comme si, enfin. Donc du coup, oui, donc on avait envie de créer cet espace pour parler de tout ça et pour décider, pour voir comment faire pour décider, ben, si toi tu me mets en tant qu'objet sexuel, c'est ton problème. Ce n'est pas en mon contrôle, mais moi je ne suis pas objet sexuel. Et je me mets en tant qu'objet sexuel quand moi je l'ai décidé. Donc c'est tout ce travail qu'on fait aussi d'affirmation de soi, d'estime de soi, qui est super important. Euh, On va attendre que l'ambulance passe. Sirène de police. C'est les gilets jaunes. Ouais. C'est la faute voilà. Ça va devenir l'excuse très facilement. C'est ça. Et donc je disais qu'on avait envie de créer cet espace justement pour ces femmes, pour parler de tout ça, pour se repositionner, pour gagner en estime de nous-mêmes et surtout juste pour rencontrer aussi d'autres femmes parce qu'on partage aussi énormément de secrets et de voir qu'on vit toutes un peu les mêmes choses, que d'autres ont trouvé des solutions pour des choses que nous, en fait, on n'avait pas trouvé. On a parlé des poils, on a parlé des odeurs, on a parlé de tout ce qui est sécheresse vaginale, etc. Et du coup, ben, ouais, ça fait du bien de parler de ça avec d'autres femmes où on est toutes au même niveau. Et nous, avec Audrey, ce qu'on fait, c'est de ramener un peu ce qu'il y a dans les livres à un niveau où on peut en discuter et que ça reste pas dans les livres, que ça reste pas des données lointaines, parce que ça nous concerne toutes et on y a droit aussi. Donc voilà. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais d'amour, d'amour pour les femmes noires et tu disais que c'était très, 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 très compliqué de trouver l'amour ou de vivre, l'amour en général quand on est une femme noire. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Oui, parce que en fait, c'était un des ateliers qui était sur le thème de l'amour, de l'engagement, des relations de couple. Et en fait, finalement, nous, on avait prévu un programme hyper bisounours, en mode si vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Enfin, et finalement, ça a tourné en mode mais de quoi vous nous parlez en fait nous, en fait, c'est nous, les gens, on n'a même pas le temps, ni le droit, ni le choix. Les gens, ils viennent, ils décident ou pas. En fait, ils décident qu'on va être à eux ou pas. Ils décident pour nous, et c'était hyper dur d'entendre leurs mots. Et c'est là où on a été confirmé dans le fait qu'on a besoin de parler de ça. On a besoin de parler de notre rapport aux hommes. On a besoin de remettre l'amour au centre aussi de nos vies affectives, de nos vies sexuelles aussi. Et oui, c'était compliqué. Et au cœur de tout ça, encore une fois, les violences qui traînent pas loin. Donc oui, donc les rendez-vous sexcare, donc c'est vraiment, on veut créer pour les femmes un espace pour parler et pour venir, en tout cas pour créer une sexualité positive, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on part de loin, parce qu'il y a plein de choses à parler, parce que il y a ces violences, parce qu'on est noir, et qu'il y a tous ces phénomènes, d'exotisation, de sexisme, voilà. Eh bien, malheureusement, on en est déjà à 1h17 de direct et on va être obligé de terminer cet entretien, même si ça aurait pu durer des heures et des heures. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On espère avec Stella que cette édition vous a beaucoup apporté parce qu'on tenait à faire cette édition et parler de santé mentale. Donc, on espère que ça vous a été bénéfique. Merci aux abonnés. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux et on se dit à très vite. Ciao.